Bonjour, je suis Chancela Tchada, journaliste de formation. Bienvenue dans cette nouvelle édition de podcast. La dernière fois, nous nous étions arrêtés dans les explications par rapport à ces précieux ouvrages de l'histoire de notre pays. Ainsi sonne l'églat, les derniers jours du maréchal Mobutu. Je rappelle encore à tous ceux qui m'écrivent pour s'en procurer l'ouvrage que je ne sais pas où vous pouvez l'acheter. Parce que moi, je l'ai acheté des mains d'un de nos abonnés qui en avait plus besoin et qui m'a aidé à pouvoir l'acheter facilement. Maintenant, il ne se vend plus dans des sites de vente ni dans des bibliothèques. La dernière fois, nous étions en train d'expliquer ici que les mêmes causes produisent les mêmes effets pour dire que les Occidentaux, quand ils avaient besoin de Mobutu, ce n'était pas parce que Mobutu était important pour son peuple ou le peuple zaïrois, mais c'est parce que eux avaient trouvé en Mobutu les profils idéaux de quelqu'un qui pouvait facilement défendre leurs intérêts, qui pouvait facilement faire bénéficier l'Occident des richesses du Zaïre et aussi de l'Afrique noire à l'époque. Mobutu a été désigné comme celui qui va devoir diriger en quelque sorte les opérations contre l'Union soviétique qui était venue pour secourir Savimbi au niveau de côté de l'Angola là-bas, le pays frontalier à la RDC. Aujourd'hui encore, la plupart des chefs d'État africains ne tirent pas de leçons par rapport à cette précieuse histoire. Elle est complexe, mais elle est précieuse parce qu'elle nous permet de pouvoir voir clair si nous acceptons de voir clair et de pouvoir admettre que la plupart des chefs d'État africains, quand ils arrivent au pouvoir, ils cherchent d'abord à tisser ou à nouer des relations avec les Occidentaux, pas parce qu'ils souhaitent des coopérations gagnant-gagnant ou étroites avec ces pays occidentaux, mais surtout parce qu'ils se cherchent un après-pouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils dirigent, après, ils ne seront plus là, et que feront-ils? Ils vont aller se réfugier en Occident ou ils vont être soutenus par l'Occident pour devenir dictateurs et ne pas quitter les pouvoirs, ainsi de suite. C'est ce genre de choses que nous avons vécu à l'époque de Mobutu ou que nos parents ont vécu à ces époques-là après les indépendances en Afrique ici, c'est poursuivre aujourd'hui. Il y a plein de chefs d'État qui ne tirent pas des leçons par rapport à cela et se laissent encore aujourd'hui manipuler, instrumentaliser au détriment de leur pays, de leur peuple pour le profit des Occidentaux. Mais nous rappelons que ces gens-là n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les jours où ils ne trouveront plus des intérêts en vous, où ils n'auront plus besoin de pouvoir vous exploiter, ils vont devoir vous lâcher. C'est ce qui est arrivé au maréchal Mobutu. Il a été choisi pour combattre l'Union soviétique en Afrique australe, en Afrique centrale également, mais quand son glas avait sonné, ces mêmes Occidentaux qui étaient avec lui comme des amis selon les proches de Mobutu, ne l'ont plus soutenu, ils l'ont abandonné et ont même menacé de pouvoir traîner son cadavre dans les rues de la capitale zaïroise à l'époque, aujourd'hui Kinshasa. Pourquoi? Pour que Mobutu libère le pouvoir, parce qu'ils avaient déjà trouvé un après Mobutu, quelqu'un qui acceptait à nouveau de pouvoir porter l'étendard de l'Occident sur les sols congolais, sur les sols africains. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec la lecture. Je nous prie de pouvoir toujours partager ces extraits afin de partager cette histoire qui, je dirais, précieuse mais complexe à tous ceux qui en ont besoin parce que c'est très important. Si nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé dans le passé, nous ne serons pas en mesure de nous positionner actuellement pour affronter des éventuels défis qui se pointent à l'horizon. Voilà ainsi décrite brièvement la fameuse ceinture rouge qui menaçait la zone d'influence des Occidentaux et leurs intérêts au Zaïre ainsi qu'en Afrique centrale et australe. D'où la nécessité absolue de protéger et renforcer l'allié le plus stratégique et le plus fort, mais aussi les plus fidèles de l'Occident au cœur de l'Afrique. Mobutu n'a jamais changé de camp, malgré ses nombreuses brouilles avec Belgique et bourderies sporadiques avec Washington. Des messagers clandestins mais hautement crédibles débarquaient toujours au bon moment à Kinshasa pour rassurer les maréchals Mobutu de l'appui des capitales occidentales malgré les critiques des façades destinées à l'opinion publique. Il demeurait pour l'Occident une garantie certaine pour la stabilité de ses intérêts, des intérêts occidentaux, il ne faut pas oublier, stratégiques dans cette région d'Afrique. Vous voyez ? Aujourd'hui, la plupart de nos dirigeants en Afrique, peut-être au Congo aussi, nous donnent l'impression que ben voilà, on n'est pas avec les Occidentaux, ils critiquent même médiatiquement les Occidentaux, mais en réalité, en catimini ou de façon officieuse, ils entretiennent toujours et renforcent toujours des relations
quant aux intérêts des Occidentaux qu'ils défendent en Afrique et au Congo, par exemple. C'est triste parce que c'est une vérité qui ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que ceux qui arrivent actuellement au pouvoir au Congo ou ailleurs en Afrique sont-ils prêts à pouvoir tourner la page? Ça, nous ne le savons pas. Est-ce que cette histoire inspire vraiment dans sa quintessence ceux qui nous dirigent aujourd'hui? Je ne sais pas. Et c'est triste de pouvoir observer que les mêmes causes produisent les mêmes effets jusqu'à l'heure où nous parlons. Il demeurait pour l'Occident une garantie certaine pour la stabilité des intérêts occidentaux stratégiques dans cette région d'Afrique. Rappelez-vous les différentes interventions du Zaïre au Nigeria, au Burundi, au Rwanda. En Angola, beaucoup de gens oublient que la guerre des libérations de l'Angola est partie du Zaïre, au Tchad et même plus discrètement en Ouganda en faveur de l'accession de Yoweri Museveni au pouvoir. Aujourd'hui, ces fameux Yoweri Museveni tournent encore le dos à la RDC ou peut-être payent en monnaie de singe la RDC en s'alignant ou en ralliant le Rwanda avec l'aide de l'Occident. En tout cas, c'est triste ce qui se passe avec l'aide de l'Occident pour combattre les richesses congolaises et combattre la stabilité de notre pays, la RDC. Pourtant, c'est clair ici, nous l'avons toujours su que Mobutu a aidé Museveni à pouvoir accéder au pouvoir. Voilà. L'armée zaïroise a par ailleurs contribué à la formation de nombreux officiers militaires de beaucoup de pays africains. Cela constitue l'une des principales raisons pour lesquelles l'Occident était tenu de soutenir et protéger le Zaïre et c'est lui qui en assurait la force des frappes et l'unité. C'est un peu le rôle que Kagame joue depuis toutes ces dernières années. Hein. C'est ça, on déstabilise les autres pour la survie de soi, pour son maintien, etc. Et voilà, le président Mobutu. C'est ce qui explique les différentes interventions directes ou indirectes de l'Occident dans les passés chaque fois que les Zaïre et son président étaient menacés. Cela n'a jamais été pour l'amour que les dirigeants occidentaux avaient pour les Zaïre, ni pour le peuple zaïrois, ni pour Mobutu, ni pour son régime, loin s'en faut. Mais il le faisait à cause de ce que Mobutu et son régime fort représentaient pour les intérêts stratégiques en cette circonstance des temps et d'intérêt. La suite des événements nous l'a prouvé. Durant toute la guerre qui emporta Mobutu, personne parmi ses amis occidentaux n'a levé le petit doigt pour lui porter le secours dont il avait besoin. Alors que durant toutes les années des lunes des miels, à Washington, à Paris, à Bruxelles, malgré les fréquentes bruits à Bonn comme à Londres, les présidents Mobutu étaient accueillis comme l'ami de l'Occident. Et comme pris au piège lui-même, ne cessait de parler souvent de mes amis occidentaux, signe des temps. Après l'esprit de discernement, ce qu'il y a au monde de plus rare, ce sont des diamants et des perles. L'auteur a procédé à la citation de l'auteur. La chute du bloc soviétique est l'erreur des stratégies de Mobutu. Mobutu avait-il réellement situé dans les temps et dans l'espace le degré exact de cette amitié avec l'Occident? En avait-il identifié l'objet et le mobile profond? En avait-il évalué la durée dans les temps et la résistance face au changement des circonstances et des intérêts à travers les péripéties de l'histoire? Avait-il compris que, après ces bouleversements à l'échelle mondiale, les intérêts et les alliances de ses amis occidentaux allaient être complètement révisés des fonds en comble? Et que, dans ces domaines de la jungle moderne et des rapports entre États, seuls les intérêts comptaient et des sentiments n'ont aucune place? C'est par son attitude face à toutes ces questions que le maréchal Mobutu a fait, à mon avis, un choix capital et décisif, la trajectoire politique de ces dernières années. Car, bien qu'il ait eu plusieurs atouts en sa faveur, il reste évident que l'amitié et le soutien qu'il a reçu des Occidentaux demeurent l'atout principal qui a permis à son régime de résister pendant plus de 30 ans aux tempêtes de l'histoire. Kagame, plus de 30 ans. Kagame tend également vers les 30 ans, avec le même soutien indéfectible.
Il se croit éternel, il se croit incontournable, insaisissable, mais Kagame doit le savoir que tu as longtemps déstabilisé la RDC, la région des Grands Lacs. Ton glas va bientôt aussi sonner. C'est pas seulement le souhait, mais il y a des signes des temps de la fin qui sont visibles et lisibles hein, au sein du pouvoir des Kagame. Comment les choses se passent actuellement, comment les médias qui ont construit cette image fausse du régime criminel des Kagame commencent à les décapiter et à les morceler dans les médias à travers les articles et les différentes enquêtes. Très bientôt, l'histoire va retenir un second Mobutu qui va aussi tomber. Ce ne sera pas seulement Kagame, ce sera aussi Museveni. Parce que le deux là, l'histoire seule sait. Le maréchal Mobutu a eu tort de mêler les sentiments aux raisons d'État et de croire jusqu'au bout que ses amis occidentaux avaient une dette de reconnaissance envers lui pour tous les services rendus. Lui qui fut un animal politique à oublier ou n'a pas voulu comprendre que les raisons d'État sont aveugles, sans cœur ni mémoire. Elle ne voit que les présents pour l'avenir. Elles ne choisissent que les espèces qui résistent à la corruption du temps et s'adaptent à l'évolution de l'histoire et de leur environnement. Pour n'avoir pas compris cette règle impitoyable des rapports des intérêts entre États et particulièrement entre les États du Nord et du Sud, ou plutôt pour avoir refusé d'accepter cette dure réalité et d'en tirer toutes les conséquences, Mobutu aura perdu un des plus grands appuis de son pouvoir pendant 3 décennies. Le MPR comme instrument politique. Aucun observateur sérieux ne remettra en cause le rôle déterminant du MPR que le MPR a joué dans la démarche politique de Mobutu, une œuvre qu'il a construite de ses propres mains et qui a beaucoup contribué à renforcer son pouvoir personnel ainsi que, reconnaissons-le, l'unité et la stabilité du pays. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui hein, avec la multiplicité des partis politiques. C'est le tribalisme qui est prôné comme socle ou fondation de la plupart des partis politiques aujourd'hui. Personne qui serait de bonne foi ne peut nier les effets bénéfiques du MPR sur la mobilisation des masses populaires autour des idéaux de paix, d'unité et de dignité nationale. Mais le MPR, comme toute œuvre humaine, a connu sa naissance, sa jeunesse, sa maturité et sa vieillesse. Malheureusement, sa gestion, son organisation et son action n'ont pas su s'adapter à l'évolution du temps et des circonstances. Et pour cause, il y a eu au sein du parti État 2 tendances qui se sont combattues farouchement. Les radicaux plus nombreux qui ne voulaient rien entendre d'un changement quelconque d'adaptation et d'orientation du parti dans le sens de l'assouplissement de son monolithisme absolu. Une autre tendance plus timide réclamait une ouverture des tendances des pensées contradictoires au sein du parti pour répondre aux vœux d'un exercice démocratique en son sein. Alors, responsable des services des renseignements et des sécurités du pays, j'ai souvent été témoin actif et privilégié des efforts fournis par certains membres du comité central dans la rédaction de documents à soumettre aux sessions du comité central et comportant des recommandations très courageuses allant dans le sens d'ouverture du MPR à des véritables courants idéologiques contradictoires susceptibles d'ouvrir plus d'espace de la liberté d'expression pour un débat plus profond dans lequel le président fondateur jouerait le rôle de modérateur et au besoin l'arbitre. Je ne citerai à ce titre d'exemple que le document rédigé par les professeurs Vundwa Tepemako et Epe Gamboa ainsi que l'ambassadeur Inonga. La démarche politique de cette équipe répondait à un besoin réel. En effet, en 1981, déjà le MPR venait de connaître sa première grande crise de maturité. Un groupe des parlementaires de parti venait de procéder à la création d'un nouveau parti politique en dehors du parti État, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Ce fut une bombe. Le parti venait de connaître sa première rébellion interne. À Kinshasa même, qui l'eût cru?
Les deux tendances au sein du parti prirent le président fondateur d'assaut. Les radicaux lui demandèrent de prendre des mesures efficaces pour écraser cette rébellion qui risquait de faire tache d'huile. Je me rappelle encore de cette scène au camp Tchachi, où nous avons assisté à la plaidoirie pathétique de Maman Nzuzi Wambombo, membre du comité central avec des larmes aux yeux, réclamant la foudre du guide Tata Tango Obandaki Toyebaki Yoboyete. S'occuper Olembi Malamu Oyebisa Tomi Lengele. L'autre tendance recommanda au président Mobutu plus de souplesse et de tolérance et lui proposa d'ouvrir un dialogue avec ces groupes de dissidents pour tenter de trouver une solution à leurs revendications. Les services de renseignement dirigés en ces moments par Kema Lilo, avec moi-même comme adjoint, appuyèrent la thèse du dialogue et de l'ouverture. Nous avons passé un long moment de discussion avec le président Mobutu sur ces drames politiques. L'argument d'adapter le MPR à l'évolution du temps et des circonstances avait retenu son attention. Ainsi, malgré la forte pression du comité central et du bureau politique du parti, le président nous donna son feu vert pour la résolution du dialogue avec les dissidents. Il me désigna pour mener des discussions en compagnie du ministre de l'Intérieur et membre du comité central qui partageait la même opinion, le professeur Vundwa Tepemako, qui eut la charge de présider ces entretiens. Mais dès que les rencontres furent connues des dignitaires du parti, ce fut un tollé de protestations qui tombèrent en cascade sur les bureaux du président. Nous fûmes interpellés chaque jour, plusieurs fois par le président de la République pour nous justifier sur le déroulement des entretiens. Les dignitaires du parti récusaient le terme négociation que nous menions avec les dissidents. À la longue, cette campagne finit par avoir raison de nous. Mais il faut reconnaître que le double langage de nos interlocuteurs devant nous d'un côté et devant leurs militants échauffés de l'autre a beaucoup écorné notre crédibilité auprès du président Mobutu. D'autant plus qu'il était systématiquement assailli par les rapports de ses collaborateurs du parti relatant les propos plutôt durs et enflammants de nos interlocuteurs auprès des militants, de leurs militants. Ce qui contredisait nos rapports optimistes au président de la République sur l'évolution du dialogue avec eux. Je vais m'arrêter là pour l'instant parce que nous avons déjà atteint nos 15 minutes. On va se retrouver demain pour poursuivre avec la lecture. Vous trouvez que c'est de plus en plus intéressant. Mais la légende raconte, peuple congolais, peuple africain, très cher compatriote, que cette histoire des dissidents était peut-être connue de Mobutu et que Mobutu aurait lui-même occasionné cela ou autorisé pour essayer de contrôler l'ensemble de la gestion du pays. Ça veut dire que ces dissidents constituaient l'opposition ou les revendications du peuple à l'ouverture de la sphère politique à l'époque. Ça donnait l'impression qu'il existait désormais plusieurs partis. En tout cas, il y avait deux partis, UDPS et MPR. Mais en réalité, il y a des gens qui avaient des pères qui étaient collaborateurs de Mobutu et des fils qui étaient membres de l'UDPS. Ce qui signifie que Mobutu était très souvent au courant de ce qui s'est passé au sein de l'UDPS. Est-ce qu'il avait lui-même créé et confié à ces gens-là? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il était toujours ami avec ces gens? Parce qu'au départ, ils étaient avec lui au sein du MPR. On va finir par les découvrir en lisant cet ouvrage. Je vous invite à ne pas manquer la prochaine édition. Merci d'avoir suivi attentivement. Et j'espère que vous laisserez en commentaire vos points de vue et aussi des ouvrages à nous suggérer pour partager avec tous ceux qui ont besoin. Je réitère, pourquoi nous lisons toutes ces histoires, pourquoi nous les partageons avec vous? Parce que c'est passé à des conséquences néfastes sur le présent. Et si nous ne faisons pas attention, ces passé aura encore des impacts négatifs sur l'avenir de notre pays. Il faut que nous puissions cerner ce qui n'a pas été bien fait, ce qui a été négligé ou sous-estimé, et essayer d'analyser systématiquement certaines situations pour essayer d'équilibrer la situation actuelle et de mieux préparer l'avenir de notre pays. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.